Rejoignez les chroniques de Reddit et plongez dans d'autres récits, mais d'abord, écoutez celui-ci. Je m'appelle Mara Vellet. J'avais 29 ans et, la nuit où mon père a décidé que je n'étais plus digne d'être appelé sa fille, je me trouvais dans une usine, sous des néons blancs, avec de la graisse sur les mains et de la poussière d'acier sur mes manches. Je venais de finir de recalibrer un bras robotique coincé quand mon téléphone a vibré dans la poche de mon bleu de travail. C'était la discussion de groupe de la famille. Au début, j'ai failli l'ignorer, car les messages de leur part prenaient généralement deux formes, une politesse hypocrite quand ils avaient besoin de quelque chose, ou le silence quand ils voulaient que je me rappelle ma place. Mais cette nuit-là, j'ai regardé. Mon père avait envoyé un message concernant le dîner de la fête des pères dans la propriété familiale, disant que la table était réservée aux enfants qui avaient accompli quelque chose d'impressionnant dans leur vie. Puis ma mère a ajouté que je ne devais pas leur faire honte en me présentant avec mes vêtements d'usine, comme si le problème n'avait jamais été la façon dont ils me traitaient, mais seulement l'image que je renvoyais de leur petit monde policé. Ce qui a frappé plus fort que les mots, c'est ce qui a suivi, rien. Personne ne m'a défendu. Personne n'a dit que je travaillais plus dur que n'importe lequel d'entre eux. Personne ne lui a rappelé que, pendant qu'ils étaient occupés à collectionner les titres et les applaudissements, c'était moi qui construisais des choses qui bougeaient, fonctionnaient et duraient réellement. J'ai lu les messages 2 fois, j'ai essuyé l'huile de mes doigts sur un chiffon, j'ai quitté le groupe, supprimé tous les contacts et je suis retourné travailler comme si mon cœur n'avait pas été arraché en plein milieu d'un atelier d'usinage. Ils pensaient s'être débarrassés de la fille décevante cette nuit-là. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que des années plus tard, quand leur monde parfait commencerait à s'effondrer, ils finiraient sur le pas de ma porte, priant pour que je leur ouvre. Avant de vous raconter ce qui s'est passé quand ils sont enfin venus me chercher, dites-moi d'où vous m'écoutez aujourd'hui et si la vie vous a déjà obligé à rester silencieux alors que vous aviez toutes les raisons de hurler. J'ai quitté l'Ohio 6 jours plus tard avec 2 sacs de sport, une boîte à outils verrouillée et aucune raison de regarder en arrière. Je n'ai pas envoyé de SMS d'adieu, je n'ai pas laissé de mots et je n'ai pas appelé pour voir si quelqu'un s'en souciait. À ce moment-là, je connaissais déjà la réponse. J'avais accepté un emploi à Tulsa dans un atelier d'automatisation industrielle en difficulté qui réparait de vieux systèmes robotiques pour des usines trop pauvres pour les remplacer. L'endroit sentait le câblage brûlé, le liquide de refroidissement et la poussière. La moitié des machines étaient plus vieilles que moi et la plupart des hommes me regardaient comme si je n'allais pas tenir un mois. Pour les cadres, je n'étais qu'une mécanicienne de plus. Pour les mécaniciens, j'étais une femme suréduquée qui démissionnerait à la première fuite de boîte de vitesse sur ses bottes. Je les ai laissés penser ce qu'ils voulaient. J'avais déjà appris que se défendre face à des gens déterminés à vous mal comprendre n'est qu'une autre forme de mendicité. Alors, j'ai travaillé. J'ai pris les gardes que personne ne voulait. J'ai rampé sous des systèmes de convoyeurs à l'arrêt, j'ai reconstruit des réseaux de capteurs sur des sols en béton et je suis resté tard pour étudier du code écrit par des hommes qui agissaient comme si la documentation était au-dessous d'eux. Je louais une chambre bon marché à la périphérie de la ville où le climatiseur faisait un bruit de fin de vie. Mes dîners se résumaient à des burritos bon marché, des sandwichs au beurre de cacahuètes et du café assez mauvais pour décaper de la peinture. Mais je dormais mieux que je ne l'avais fait depuis des années. Pour la première fois, personne ne me connaissait comme l'embarras de la famille. Ils savaient seulement si je pouvais résoudre le problème devant moi. C'était suffisant. Le propriétaire de l'atelier, Vince, ne faisait confiance à personne et pensait que les éloges rendaient les gens faibles. Il ne disait jamais « bon travail ». Il disait des choses comme « essaie de ne pas griller le panneau la prochaine fois ». Ce qui, dans son langage, signifiait que je l'avais impressionné. Après 3 mois, il a arrêté de vérifier mon travail. Après 6 mois, il a commencé à me confier les tâches que ses gars les plus expérimentés ne parvenaient pas à réparer. C'est là que j'ai vu un schéma. Plusieurs de nos plus gros clients perdaient de l'argent sur des lignes d'assemblage obsolètes qui tombaient en panne de manière qu'aucune pièce de rechange ne pouvait résoudre. Leur système n'était pas seulement vieux, ils étaient aveugles. Ils répétaient les mêmes mauvaises décisions parce que personne ne leur avait appris à s'adapter. J'ai commencé à rester après les heures de travail pour construire une couche logicielle capable de se superposer au matériel existant et d'aider les systèmes défaillants à s'autocorriger. La première version était un désastre. Un test en direct a arrêté une ligne d'emballage et m'a valu 8 appels furieux avant le lever du soleil. Un technicien plus âgé a dit que c'était peut-être pour cela que les femmes devaient rester sur des emplois sûrs. Je l'ai regardé dans les yeux, je suis retourné au terminal et j'ai résolu le problème avant le matin. La deuxième version a réduit les temps d'arrêt de 11%.
La troisième les a réduits de 24%. À la quatrième mise en œuvre, un client a demandé à Vince où il avait trouvé l'ingénieur qui avait rendu sa vieille ligne comme neuve. Vince a simplement haussé les épaules et a dit « C'est elle qui nous a trouvés ». C'était la première fois depuis des années que quelqu'un parlait de moi sans pitié ni déception. J'ai commencé à passer mes nuits non pas à pleurer ma famille, mais à les dépasser. J'ai étudié les contrôles industriels, la maintenance prédictive, les défaillances de la chaîne d'approvisionnement et les finances des entreprises qui attendaient trop longtemps pour se moderniser. J'ai appris que la plupart des entreprises ne s'effondrent pas d'un coup. Elles échouent par de minuscules actes de déni. Une mise à niveau retardée, une fausse projection, un homme fier insistant sur le fait qu'un trimestre de plus réglera tout. Je ne connaissais que trop bien ce schéma. Quand je n'étais pas à l'atelier, je remplissais des carnets de cartes de processus et d'idées pour une entreprise qui n'existait pas encore. Je ne rêvais pas de devenir riche. Je rêvais de construire quelque chose que personne ne pourrait mépriser parce que cela fonctionnerait trop bien pour être ignoré. Les hommes qui riaient autrefois quand j'entrais couverte de graisse et épuisée ont arrêté de rire. Les clients qui demandaient autrefois quelqu'un de plus expérimenté ont commencé à me demander par mon nom. Lentement, silencieusement, la femme que ma famille avait réduite à une humiliation dans une discussion de groupe est devenue quelqu'un que le monde industriel commençait à remarquer. J'avais perdu ma dernière illusion en Ohio, et il s'est avéré que c'était la meilleure chose qui me soit arrivée, car une fois que vous arrêtez de courir après l'amour de gens qui ne valorisent que les apparences, vous avez enfin les deux mains libres pour construire une vie réelle. Le premier véritable succès n'est pas venu avec des applaudissements. Il est venu avec un problème dont personne d'autre ne voulait. Un fournisseur aérospatial de taille moyenne près de Tulsa avait un système de manutention vieillissant qui perdait de l'argent chaque semaine. Leur chef de production avait déjà renvoyé un cabinet de conseil et humilié 2 équipes internes. Vince m'a envoyé parce qu'il pensait que s'il détestait ma réponse, au moins il n'aurait pas gaspillé l'un de ses gars seniors. J'ai passé 16 heures dans leur usine sur 2 jours, observant le timing entre les stations, traçant les erreurs de lecture, étudiant où les vieux bras robotiques hésitaient avant chaque transfert. La ligne n'était pas cassée de la manière qu'il pensait. Elle était cassée parce que le système traitait d'infimes variations comme des défaillances catastrophiques et continuait à forcer l'intervention humaine. J'ai construit un correctif logique temporaire, retravaillé 2 routines de détection et recommandé une modernisation progressive au lieu du remplacement complet que tous les autres consultants préconisaient. Ils m'ont regardé comme si j'avais suggéré une chirurgie avec un couteau de poche. Puis, ils ont lancé la ligne. Leurs rebuts ont chuté. Leur production s'est stabilisée. 3 semaines plus tard, ils ont offert à Vince une extension de maintenance et ont demandé si j'étais disponible pour un projet de modernisation plus large. Vince m'a appelé dans son bureau, s'est calé dans sa chaise et a dit « Je ne peux pas te payer assez pour les contrats que tu viens de rapporter. Alors dis-moi ce que tu veux. » Je lui ai dit la vérité. Je voulais des parts dans une nouvelle division axée sur l'intelligence de modernisation pour l'automatisation existante. Il m'a fixé pendant un long moment, puis a ri une fois. Pas parce que c'était drôle, mais parce qu'il s'attendait à ce que je demande une augmentation et peut-être un titre. Au lieu de cela, je demandais l'avenir. 6 mois plus tard, avec Vince comme investisseur de la première heure et un client prêt à parier sur nous, j'ai lancé Fourjac System. Ce n'était pas glamour. Notre premier bureau était à moitié un entrepôt, à moitié un risque d'incendie, avec des chaises pliantes, des moniteurs d'occasion et une machine à café qui faisait un bruit de malade. Mais c'était à moi. À moi, de la manière la plus profonde qui soit. Construit de l'intérieur, sans argent familial, sans présentation héritée, sans personne pour lisser la route à cause de mon nom de famille. Nous nous sommes concentrés sur une chose au début, rendre les vieux systèmes industriels plus intelligents sans forcer les fabricants à tout arracher pour repartir de zéro. Cela s'est avéré être exactement ce dont des dizaines d'usines avaient besoin. Les entreprises qui ne pouvaient pas se permettre des révisions à plusieurs millions de dollars pouvaient se permettre une transition plus intelligente. Des usines à qui l'on avait dit d'accepter le gaspillage comme normal avaient soudain une option qui avait du sens. Nous avons pris les travaux ingrats, les installations oubliées, les clients qui avaient été rejetés par des cabinets polis aux chaussures cirées. Et parce que je savais ce que l'on ressentait quand on était méprisé parce qu'on travaille avec ses mains, j'ai construit la culture d'entreprise autour du respect pour tout le monde dans l'usine. Les ingénieurs écoutaient les mécaniciens. Les concepteurs parcouraient la ligne. Personne n'avait le droit de parler de la main-d'œuvre comme d'un détail fâcheux inférieur à la stratégie. Cette seule règle nous a rendus différents. À la fin de la 2e année,
nous avions des contrats dans l'automobile, l'aérospatiale et la logistique. À la troisième, nous développions des systèmes adaptatifs pour des sous-traitants de la défense qui se souciaient moins du pédigré que de la performance. C'est là que l'argent a commencé à rentrer assez vite pour tenter des choix stupides. Les gens autour de moi ont commencé à suggérer les choses habituelles, visibilité, image de marque personnelle, un siège social tape à accent grave-l'œil, le genre de maison qui rend bien sur les images de drones, une voiture conçue moins pour le transport que pour la thérapie de l'ego. J'ai tout rejeté. J'avais passé trop d'années à regarder les gens confondre, paraître important, et être précieux. Ainsi, pendant que d'autres posaient pour des magazines, je plaçais l'argent dans des brevets, des acquisitions et une petite équipe interne qui étudiait les actifs industriels en difficulté. Au début, nous n'achetions que des fournisseurs défaillants dont l'outillage ou les logiciels pouvaient être sauvés. Puis, l'une de mes responsables financières, une femme terrifiante d'intelligence nommée Nina, a proposé quelque chose de plus grand. Les entreprises au bord de l'effondrement avaient souvent des obligations complexes, des privilèges sur l'équipement, des créances, des paquets de dettes et des risques juridiques regroupés d'une manière que la plupart des acheteurs évitaient parce que c'était trop désordonné. Mais le désordre ne m'avait jamais fait peur. Le désordre était l'endroit où vivait la vérité. Nous avons commencé à acheter sélectivement des titres de créances en difficulté liés à la fabrication et aux infrastructures industrielles. Non pas parce que je voulais devenir une sorte de méchant de dessin animé caressant un chat devant la misère des autres, mais parce que les systèmes brisés peuvent être reconstruits si vous comprenez où repose réellement la charge. Une acquisition en a entraîné une autre. Nous avons acheté des obligations en défaut liées à un réseau logistique régional, puis un distributeur d'automatisation en difficulté. Puis un bloc d'obligations en difficulté lié à une série de cabinets de services professionnels surendettés qui avaient garanti le financement de projets de réaménagement industriel. Nina a signalé un dossier et me l'a apporté un jeudi pluvieux. Le cabinet principal rattaché à cette structure était basé à New York. Son nom m'a frappé comme un courant d'air froid sous une porte verrouillée, Graham Vela & Partners, le cabinet de mon père. Je n'ai rien dit pendant si longtemps que Nina m'a demandé si je les connaissais. Je lui ai dit que j'en savais assez. Les détails ont pris du temps à démêler, mais le contour était clair. Mon frère avait aidé à négocier ou à conseiller sur une chaîne de transactions financières privées à haut risque liées à des projets de réaménagement et d'expansion. Ma sœur avait gravité autour de tout cela, s'occupant de la gestion de l'image et des relations publiques chaque fois que les investisseurs devenaient nerveux. Et le cabinet de mon père, dans toute sa confiance polie, avait engagé sa réputation et son poids contractuel derrière une exposition plus grande qu'il ne pouvait supporter en toute sécurité. Il n'était pas encore tombé, mais la structure sous eux pourrissait. Pendant une seconde suspendue, je me suis souvenu de l'usine en Ohio, du vibreur de mon téléphone, du message me disant que j'étais un embarras parce que mon travail tachait mes vêtements. Puis, j'ai fermé le dossier et j'ai dit à Nina de procéder exactement comme elle le ferait si le nom ne signifiait rien pour moi. Si la vengeance devait exister dans cette histoire, elle ne viendrait pas d'un sabotage mesquin. Elle viendrait de la réalité arrivant à l'heure prévue. Le meilleur aspect de la construction de quelque chose de réel est qu'éventuellement, les choses fausses doivent se tenir à côté et être mesurées. L'effondrement a commencé comme les effondrements commencent habituellement, avec des gens insistant sur le fait qu'il n'y avait pas d'effondrement. Le premier article public parlait d'un problème temporaire de liquidité. Le deuxième parlait d'un malentendu entre les investisseurs et le conseil juridique. Au troisième, l'expression « revue stratégique » a commencé à apparaître, ce qui est le genre de phrase que les gens utilisent lorsqu'ils essaient de donner une apparence éduquée à la panique. Graham Vela avait passé des décennies à bâtir une réputation d'homme qui entre dans une pièce déjà pardonnée pour son arrogance parce que son costume est bien taillé et que son taux de facturation fait tressaillir les plus faibles. Mon frère Evan avait hérité de l'addiction familiale à vouloir paraître 3 mètres plus haut qu'il ne l'était réellement, et quelque part en chemin, il s'était convaincu que la proximité avec le capital à haut risque était synonyme de génie. Céleste, ma sœur aînée, avait construit toute une identité d'adulte autour du goût, de l'accès et de l'art de rendre intentionnelles les choses instables. Ensemble, ils n'étaient pas une famille. Ils étaient un écosystème de fraude polie, maintenu par l'image, le déni et la promesse mutuelle de ne jamais dire tout haut ce que tout le monde pensait. Lorsque le projet de réaménagement a commencé à échouer, ils ont fait ce que les gens comme eux font toujours en premier, ils ont blâmé le marché, puis leurs ennemis, puis le timing, puis tous ceux qui les avaient prévenus à l'avance. Mais la dette ne se soucie pas de votre charme. Les contrats ne fondent pas parce que vous avez été cité une fois dans le bon magazine. Un par un, les remparts qu'ils pensaient solides ont commencé à céder.
Les investisseurs ont intenté des poursuites. Un prêteur a exigé le remboursement d'une obligation plus tôt que prévu. 2 associés du cabinet ont démissionné à une semaine d'intervalle, ce qui, dans ce monde, était l'équivalent légal de fumer sous une porte verrouillée. Un client est parti discrètement. Puis 3 autres ont fait de même. Une rubrique de potins a laissé entendre que certains n'ont devenaient radioactifs lors des dîners privés à Manhattan. Les gens qui s'étaient autrefois vantés de connaître mon père avaient soudainement des conflits d'emploi du temps. Mon frère, qui se moquait autrefois des gens ayant des emplois pratiques, est passé des tables rondes aux cellules de crise privées. Les réseaux sociaux soigneusement organisés de Céleste ont changé de ton du jour au lendemain. Les vacances ont disparu. Le champagne a disparu. Les légendes sur la gratitude et l'héritage ont disparu. À leur place sont apparues des lignes vagues sur les « saisons difficiles » et « protéger ce qui compte le plus ». Je connaissais ce ton. C'était le langage de gens essayant de rebaptiser des conséquences en « développement de caractère ». Chez Fourgès, nous continuions d'acquérir ce qui était logique. Nina et notre conseil extérieur m'apportaient des comptes rendus avec la température émotionnelle de l'acier gelé. La chaîne de dette impliquant le cabinet de Graham était plus laide qu'elle n'en avait l'air au premier abord. Ils n'avaient pas seulement conseillé à distance de sécurité. Ils avaient permis que leur crédibilité personnelle et, dans certains cas, des obligations contractuelles, servent de garantie à une structure qui n'avait plus assez de flux de trésorerie pour supporter son propre poids. Les empreintes d'Evan étaient partout. Il avait poussé des hypothèses agressives. Il avait traité l'élan comme une preuve. Il s'était comporté exactement comme le genre d'homme qui pense que l'intelligence signifie ne jamais avoir à dire « je me suis trompé ». Nous n'avons rien saisi du jour au lendemain. Le vrai pouvoir bouge plus lentement que la fantaisie. Il examine, attend, vérifie et laisse les gens faibles s'épuiser à prétendre qu'ils ont encore de l'influence. Puis est venu le portrait médiatique qui a tout changé. J'avais résisté à la grande presse pendant des années, mais un magazine national a insisté pour faire un dossier sur l'automatisation industrielle, la résilience manufacturière nationale et la nouvelle génération de fondateurs reconstruisant des secteurs négligés. J'ai failli refuser. Puis, j'ai pensé à chaque jeune femme dans chaque atelier qui avait été traitée comme un inconvénient temporaire jusqu'à ce qu'elle résolve le problème le plus difficile de la pièce, et j'ai dit oui. L'article me qualifiait de l'une des voix les plus importantes dans le renouveau des systèmes industriels américains. Un autre média m'a invité à un segment télévisé sur les affaires après que Fourgès a obtenu un contrat lié à la défense et annoncé une initiative de formation de la main-d'œuvre dans 3 États. Je me suis assise sous les projecteurs du studio dans un tailleur sombre sur mesure, j'ai répondu à des questions sur la dignité du travail, la fabrication adaptative et la stratégie à long terme, et je n'ai jamais mentionné ma famille, pas une seule fois. Je n'en avais pas besoin. Mon visage suffisait. Plus tard, par des canaux que je n'ai pas cherché à confirmer, j'ai appris exactement comment ils m'avaient vu. Pas en personne, pas avec remords, mais sur un écran au milieu de la saison la plus humiliante de leur vie, alors que les conseillers et les prêteurs tournaient déjà autour d'eux. Ils avaient passé des années à se dire que j'étais partie, diminuée, insignifiante. Puis, soudain, j'étais partout où ils auraient souhaité ne pas me voir, parlant avec le calme et l'autorité de quelqu'un qui a construit par la compétence plutôt que par le droit de naissance. La partie la plus délicieuse, si je suis honnête, n'était pas qu'ils me voient réussir. C'était qu'ils voient le nom de mon entreprise sur des documents qu'ils essayaient désespérément de renégocier. Ils n'ont pas seulement découvert que je prospérais. Ils ont découvert que j'étais désormais lié au rouage qui se refermait sur eux. J'imagine que c'est à ce moment-là que mon père a ressenti quelque chose qu'il m'avait refusé pendant des années, l'impuissance. Apparemment, la première tentative pour me joindre est passée par un intermédiaire, puis par une vieille connaissance de la famille, puis par un ancien collègue de l'Ohio qui s'est soudain souvenu de mon existence. J'ai tout ignoré. Je n'avais pas passé des années à construire une vie juste pour laisser la panique du passé venir la redécorer. Mais le désespoir rend les gens audacieux, et les gens comme ma famille croient toujours que le sang est un passe-partout, même après avoir passé des années à l'utiliser comme une arme. Au moment où ils ont décidé de venir en personne, ils ne venaient pas parce que l'amour était revenu. Ils venaient parce que les options étaient parties. Et il y a une sorte de vérité spéciale qui n'apparaît que lorsque les gens cessent de vous vouloir pour vous-même et commencent à avoir besoin de vous pour leur survie. Le jour où ils sont venus chez moi, la météo n'était pas assez dramatique pour ce qu'ils méritaient. Pas de tonnerre, pas de tempête cinématographique, juste un ciel gris bas sur les collines à l'extérieur d'Austin, et un vent froid assez piquant pour rendre l'impatience misérable.
Je finissais un appel vidéo avec notre équipe d'exploitation en Arizona quand mon chef de la sécurité m'a envoyé un SMS disant que 3 visiteurs étaient arrivés au portail, prétendant être de la famille. Je n'avais pas besoin de nom. L'expression elle-même semblait absurde. Famille. C'est incroyable à quel point ce mot devient flexible quand l'argent est en jeu. Je les ai laissés attendre pendant que je finissais la réunion. Non pas parce que j'essayais de mettre en scène une petite performance cruelle, mais parce que j'avais appris quelque chose d'important dans les affaires et dans la vie, l'urgence appartient à la personne qui a le moins de choix. Ils avaient passé des années à agir comme si mon existence pouvait être éditée par commodité. Ils pouvaient bien rester dehors un moment et réfléchir à l'inconvénient de ne pas compter pour la personne derrière le portail. Après la réunion, je me suis approché de la paroi de verre de mon bureau et j'ai regardé l'allée. Ils étaient là. Diminués, mais essayant toujours de porter la dignité comme un costume que personne ne remettrait en question. Mon père se tenait au centre, son manteau boutonné haut, une main agrippant un parapluie qu'il n'avait pas complètement ouvert car la pluie ne s'était pas encore décidée. Il paraissait plus vieux que son âge, mais pas plus doux. Les hommes comme lui ne s'adoucissent pas. Ils se fissurent sur les bords et appellent cela du stress. Evan se tenait sur le côté, vérifiant son téléphone trop souvent, l'habitude nerveuse d'un homme habitué à résoudre chaque problème en faisant en sorte que quelqu'un d'autre se sente plus petit. Céleste portait une tenue trop habillée pour les circonstances, ce qui me disait qu'elle croyait encore que les apparences faisaient partie de la négociation. J'ai failli rire. Même maintenant, même ici, ils étaient habillés pour un monde qui s'était déjà détourné d'eux. J'ai dit à la sécurité de les amener jusqu'à la cour extérieure, mais pas plus loin. Quand je suis sorti, le vent a poussé une mèche de cheveux sur mon visage et, pendant une brève seconde, j'ai repensé à la dernière fois que l'un d'entre eux m'avait vu en personne. À l'époque, je portais des bottes de travail et une colère si profondément enfouie qu'elle avait un goût de métal. Maintenant, je portais un tailleur gris anthracite, des talons bas et le genre de calme que l'on ne gagne qu'après avoir survécu à des gens qui essaient sans cesse de vous définir pour leur propre commodité. Mon père a parlé le premier. Bien sûr. Il avait toujours cru que la première phrase lui appartenait. Mara, dit-il, comme s'il testait si le nom lui obéissait encore. J'ai toujours su que tu étais capable de quelque chose d'extraordinaire. Je l'ai fixé assez longtemps pour que le silence réponde à ma place. Céleste est intervenue avec un sourire triste si répété qu'il aurait dû être accompagné d'indications scéniques, tu nous as manqué. Cela m'a presque impressionné. Non pas parce que c'était convaincant, mais parce qu'elle pouvait encore articuler un mensonge aussi pur après que le monde l'avait déjà puni pour avoir vécu à l'intérieur. Evan a enchaîné, allant droit au but pratique, nous n'avons pas de temps pour de vieux malentendus. Les choses sont compliquées en ce moment et nous devons parler comme des adultes. Voilà. Pas de remords, pas de vérité, un besoin. Mon père a pris une inspiration qui semblait coûter cher. Certaines parties sont devenues inutilement agressives. Si ton entreprise a de l'influence sur les personnes qui gèrent cette affaire, je te demande de nous aider à ralentir les choses. Ralentir les choses. C'était ainsi qu'il décrivait les conséquences d'années d'arrogance, de mauvais jugement et d'avoir utilisé sa réputation comme garantie pour des fantasmes. J'ai croisé les mains devant moi et j'ai posé la question la plus simple que je pouvais imaginer, quand tu m'as dit de ne pas venir pour la fête des pères parce que mon travail t'embarrassait, était-ce aussi un malentendu d'adulte? Personne n'a répondu. La pluie a fini par tomber, fine et froide. Le mascara de Céleste était trop de bonne qualité pour couler, ce qui lui ressemblait bien. Evan a expiré brusquement et a détourné les yeux. Mon père a tenté à nouveau de faire preuve d'autorité, comme le font souvent les hommes en échec quand ils n'ont plus de vérité. Tu es toujours ma fille. Je n'ai pas élevé la voix. C'est la partie que les gens imaginent toujours mal. Ils pensent que la vengeance doit être bruyante parce qu'ils confondent la douleur avec le pouvoir. Le vrai pouvoir n'a pas besoin de volume. Tu m'as effacé avec un SMS, ai-je dit. Tu as laissé le silence faire le reste. Maintenant, tu es là parce que cette même fille que tu as traitée de honte possède une partie de la structure qui vous enterre, et soudain, le sang compte à nouveau. La mâchoire de mon père s'est crispée. Il détestait être décrit avec précision. Céleste a fait un pas prudent vers moi, comme si la proximité pouvait créer de la sympathie. Nous avons eu tort, dit-elle doucement. Nous avons mal géré les choses, mais nous sommes toujours ta famille et les familles ne se détruisent pas entre elles. Je l'ai regardé et je n'ai absolument rien ressenti. C'était cela le choc, même pour moi. Pas de rage,
pas de triomphe, juste l'absence de manque. Famille, ai-je répété. C'est ce que c'est? Quand je faisais des gardes de 12 heures et que j'étais traité comme une tâche sur le nom de famille, étais-je de la famille alors? Quand personne dans cette discussion de groupe n'a dit un seul mot pour me défendre, étais-je de la famille alors? Evan a fini par craquer, parce que les hommes comme lui ne peuvent pas survivre longtemps dans une conversation qu'ils ne contrôlent pas. Très bien, dit-il. Oui. Des choses ont été dites. Nous étions tous sous pression. Mais tu n'as aucune idée de ce qui se passe maintenant. Il y a des enquêtes, des créanciers. Nous pourrions tout perdre. L'ironie était si forte que j'ai presque souri. Tout perdre, a-t-il dit à la femme qu'ils avaient autrefois jetée comme une erreur de formatage. Mon père a alors tenté une autre stratégie. La voix qu'il utilisait dans les tribunaux et les salles de conseil quand il voulait paraître humain sans abandonner son statut, Mara, aide-nous. Retarde l'exécution, organise une réunion. Je ne demande pas la charité. Je demande la raison. La raison. Encore ce mot. Comme si la raison m'avait été accordée quand c'était moi qui étais sous leurs chaussures. J'ai hoché la tête une fois, non pas parce que j'étais d'accord, mais parce que j'en avais assez entendu. Puis j'ai fait signe à mon assistante qui était sortie discrètement avec une enveloppe scellée. Je l'ai prise, je l'ai tenue un moment, et j'ai vu tous les trois se concentrer sur le papier comme des naufragés repérant un débris. L'espoir est une chose si fragile et embarrassante quand il apparaît entre les mauvaises mains. L'enveloppe était plus lourde qu'elle n'aurait dû l'être, épaisse de préavis, de délais et du genre de langage qui rappelle aux gens puissants qu'ils sont mortels. Je l'ai tendue à mon père et il l'a prise avec des doigts qui s'efforçaient de ne pas trembler. Personne ne l'a ouverte tout de suite. Ils scrutaient tous mon visage, attendant un signe montrant que le sang, la culpabilité et le souvenir allaient m'adoucir. Ce signe n'est jamais venu. Evan a fini par extraire une page et l'a parcourue. Son expression a changé en premier. Pas de chagrin, pas de honte, juste de l'incrédulité. Le regard d'un homme qui a passé sa vie à supposer que chaque couloir se termine par une porte pour lui, pour ne découvrir qu'un mur. Céleste a lu par-dessus son épaule et a pâli, de cette manière polie propre à ceux qui n'ont jamais eu à gérer l'humiliation sans public. Mon père continuait à me fixer parce qu'il croyait encore que la réponse était en moi, pas dans les documents. Cela, plus que tout, capturait qui il avait toujours été. Il pouvait tenir la preuve entre ses propres mains et chercher encore un raccourci sur mon visage. Cela ne peut pas être définitif, dit-il. J'ai presque admiré la phrase. Un déni élégant et inutile. C'est définitif, ai-je répondu. Les délais sont passés, les garanties ont été activées, les propriétés liées à la structure seront saisies. La maison des Hantons, l'appartement de Manhattan. Les bureaux du cabinet sous le montage de garantie. Tout ce qui était protégé par la vanité plutôt que par les mathématiques a déjà disparu. Pendant une seconde, personne n'a parlé. La pluie tapotait légèrement contre la pierre et le verre. Quelque part derrière moi, ma maison restait calme et chaleureuse, épargnée par leur panique. Cela comptait plus que je ne peux l'expliquer. Non pas parce qu'elle était belle, bien qu'elle le soit, mais parce que tout ce qui se trouvait derrière cette porte avait été construit sans leur permission et continuerait sans leur approbation. Mon père a finalement laissé tomber ce qui lui restait de fierté. Mara, s'il te plaît. Il a réellement dit s'il te plaît. L'homme qui traitait autrefois la compassion comme une faiblesse me regardait avec les yeux de quelqu'un faisant face à une force qu'il ne pouvait ni intimider, ni flatter, ni humilier. Nous avons fait des erreurs, dit-il. Mais cela va nous détruire. Voilà. Pas, nous t'avons fait du mal. Pas, nous t'avons déçu. Cela va nous détruire. J'ai pensé à l'usine en Ohio. À la brûlure de la graisse sous la peau gercée. Au silence après ce message de groupe. À la longue route vers la sortie sans que personne n'appelle pour demander où j'étais allé. J'ai pensé à chaque repas bon marché, chaque réparation de minuit, chaque réunion où les hommes regardaient au-delà de moi pour chercher la véritable autorité dans la pièce, chaque matin où j'avais choisi de continuer à construire au lieu de supplier des gens comme eux de m'aimer correctement. Puis j'ai regardé mon père et je lui ai donné la seule chose qu'il avait méritée de ma part. Je n'ai pas de père, ai-je dit. J'ai des contrats. Et aucun d'entre vous ne serait qualifié pour travailler dans mon usine. On pouvait sentir la phrase percutée. Elle n'avait pas besoin d'être répétée. Céleste a émis un petit son blessé. Evan a juré entre ses dents, mais il n'y avait plus de force.
Mon père est resté là, tenant des papiers qui venaient enfin de lui dire ce que le monde passait des années à essayer de dire, un nom ne vaut rien quand le caractère ne peut pas le soutenir. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas fait de discours. Je me suis retourné et je suis rentré vers la maison avec le pas calme de quelqu'un quittant une réunion qui était déjà terminée. La sécurité s'est avancée alors que je franchissais le seuil, poli et efficace, prête à les escorter hors de la propriété si nécessaire. J'ai entendu mon père appeler mon nom une fois. J'ai continué à marcher. La porte s'est refermée derrière moi avec un déclic doux qui semblait presque bienveillant. C'était le moment. Plus que les papiers, plus que la pluie, plus que les supplications, c'est là que c'est devenu réel. Pas pour moi, pour eux. Ils étaient dehors. J'étais dedans. Et rien au monde n'allait inverser cette vérité. Je suis resté dans le hall un moment, respirant l'odeur du cèdre, du béton ciré et le faible parfum de café venant de la cuisine. Mon cœur était régulier. Pas de main tremblante. Pas de larmes de triomphe. Juste de l'immobilité. Les gens parlent de la vengeance comme d'un feu ou de verre brisé, mais la vengeance la plus dévastatrice que j'ai jamais connue est l'indifférence honnêtement gagnée. Pas faire semblant de ne pas s'en soucier. Ne plus rien avoir à attendre, réellement, des gens qui avaient autrefois le pouvoir de vous écraser. Au moment où les portes se sont refermées derrière leur voiture, j'étais déjà en train de réviser une proposition de formation pour notre nouvelle promotion d'apprentis. C'est la partie que personne ne vous dit, la meilleure fin n'est pas quand ils souffrent. C'est quand leur souffrance n'a plus le pouvoir d'interrompre votre vie. Le lendemain matin, j'étais de retour chez Fourgès avant 8 heures, parcourant l'atelier de formation avec une tablette dans une main et un casque de chantier sous le bras. Le nouveau groupe d'apprentis avait commencé cette semaine-là. 24 personnes de milieux différents. Certains sortaient tout juste de l'école technique. D'autres étaient d'anciens ouvriers de ligne. Certaines étaient des femmes qui avaient passé des années à s'entendre dire qu'elles étaient de trop dans une pièce et pas assez dans la suivante. J'avais prévu de garder ma situation familiale privée, et je l'ai fait pour l'essentiel. Ils n'avaient pas besoin des détails. Les jeunes qui essaient de construire un avenir ne devraient pas avoir à porter l'amertume de quelqu'un d'autre dans le cadre de leur orientation. Mais ce matin-là, en regardant une jeune de 19 ans ajuster un support de capteur défaillant avec des mains précises et une nervosité visible, j'ai compris à nouveau pourquoi mon histoire importait si je la racontais correctement. Pas comme un potin. Pas comme un théâtre de vengeance. Comme une preuve. La preuve que le monde peut vous mentir sur votre valeur pendant des années et échouer malgré tout à rendre ce mensonge vrai. Plus tard dans l'après-midi, je me suis assise avec le groupe dans notre laboratoire d'apprentissage. Pas de scène. Pas d'éclairage dramatique. Juste des tables en acier, des tableaux blancs et le ronronnement sourd d'une usine en activité autour de nous. Je leur ai dit que je savais ce que c'était que d'être jugé avant même d'avoir ouvert la bouche. Je savais ce que c'était que de voir les gens entendre le mot « usine » et penser petit, temporaire, décevant. Je leur ai dit que certaines des personnes les plus intelligentes que j'ai jamais rencontrées ne portaient pas de marque de luxe et ne parlaient pas dans des cercles polis. Ils portaient des chaussures de sécurité, transportaient des outils et maintenaient des systèmes entiers en vie pendant que d'autres s'appropriaient le mérite. Puis je leur ai dit quelque chose de plus dur. Parfois, les gens qui vous sous-estiment ne sont pas des étrangers. Parfois, ce sont les gens qui partagent votre sang, votre histoire, votre nom de famille. Parfois, ils ne savent aimer que les gens qui les font paraître impressionnants. Et si cela arrive, vous devez apprendre la différence entre l'amour et l'approbation avant que cela ne vous brise. La pièce est devenue silencieuse de la manière dont les pièces honnêtes le deviennent. J'ai été prudente avec la partie suivante parce que je ne voulais pas que quiconque reparte avec du poison dans le cœur. Les limites ne sont pas de la cruauté, ai-je dit. S'éloigner de gens qui continuent de vous humilier n'est pas une trahison. C'est du respect de soi. La famille est censée protéger votre dignité, pas l'échanger contre des apparences. Si quelqu'un vous demande sans cesse de vous rabaisser pour qu'il puisse se sentir plus grand, il ne demande pas la paix. Il demande la permission de continuer à vous blesser. J'ai pu voir plusieurs visages changer à ces mots. De la reconnaissance. Du soulagement. Peut-être du chagrin. Puis je suis revenu au travail parce que le travail, le vrai travail honnête, m'avait sauvé plus que la vengeance ne le pourrait jamais. Le labeur n'est pas honteux, leur ai-je dit. Construire, réparer, entretenir, concevoir. Résoudre. Ces choses comptent.
Le monde tourne grâce aux mains et aux esprits de gens que trop d'autres ignorent. Ne laissez jamais personne transformer un travail honnête en quelque chose pour lequel vous devriez vous excuser. Si votre travail est construit sur la discipline et l'intégrité, il porte plus de dignité qu'un titre dont quelqu'un a hérité ou qu'une réputation polie par l'effort des autres. Après la session, j'ai signé les documents finaux créant le Fourgès Axis Skill Future Fund, un programme de bourse et d'apprentissage financé en partie par les actifs récupérés et les gains liés au plan de restructuration que nous avions légalement appliqué. Certaines personnes appelleraient probablement cela de la poésie. Moi, j'appelais cela de la justice efficace. L'argent qui servait autrefois à soutenir la vanité, les jeux de statut et le théâtre financier imprudent allait maintenant payer les frais de scolarité, les outils, le soutien à la garde d'enfants, les frais de certification et les subventions d'urgence pour les fils et filles de mécaniciens, de machinistes, de soudeurs et d'opérateurs d'usine. Si la douleur vous apprend quelque chose qui vaille la peine d'être gardé, elle devrait vous apprendre à rendre la route moins brutale pour quelqu'un d'autre. Un mois plus tard, j'ai visité l'une de nos écoles partenaires et j'ai rencontré une fille nommée Teresa, dont le père avait travaillé en équipe de nuit dans une usine d'emboutissage pendant 22 ans. Elle m'a dit qu'elle adorait la robotique, mais qu'elle avait failli abandonner parce qu'elle n'en avait pas les moyens et que sa famille avait besoin de son revenu. Le fond a couvert les deux. Elle a pleuré en l'apprenant. Pas moi. J'avais assez pleuré dans la version de ma vie où je confondais encore le rejet avec un verdict. Maintenant, je préférais les résultats. Des vrais. Le genre qui change la direction de l'avenir d'une personne. Les nuits calmes, je repense encore parfois à ce message de groupe. Celui qui était censé me définir. Les mots ne font plus mal comme avant. Ils semblent petits maintenant. Presque enfantins. Comme une serrure bon marché sur une porte que j'ai dépassée il y a des années. Les gens qui ont envoyé ces mots croyaient que la valeur venait de l'image, du statut et de l'invitation. J'ai appris que la mienne venait de l'endurance, de la compétence et du refus de laisser la cruauté réécrire qui j'étais. C'est la leçon que je porte en moi. Et c'est celle que je voudrais transmettre à quiconque écoute et s'est déjà senti inférieur à cause de son lieu de travail, de son mode de vie ou de l'approbation de quelqu'un qu'il ne recherche plus. Votre valeur ne réside pas dans un titre sur une carte de visite. Elle ne réside pas à une table de dîner chic ou dans la bouche de quelqu'un de trop superficiel pour comprendre votre force. Votre valeur réside dans ce que vous construisez, ce que vous protégez et qui se sent plus en sécurité parce que vous avez survécu. Je n'ai jamais été une moins que rien. Je n'ai jamais été l'échec de la famille. J'étais simplement celle qu'ils ne pouvaient pas mesurer parce qu'ils ne savaient qu'adorer les surfaces. En fin de compte, c'était leur tragédie, pas la mienne. J'ai construit une vie qui n'a pas besoin de leurs excuses, et j'ai transformé la porte qu'ils m'ont autrefois claquée au nez en un portail qui s'ouvre pour les gens qui méritent une vraie chance. S'il existe une vengeance digne d'admiration, ce n'est pas celle qui laisse descendre. C'est celle qui laisse quelque chose d'utile derrière elle.